Je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Et j'ai l'honneur de vous donner lecture de l'allocution de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui, empêché, n'a malheureusement pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Madame la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande fierté et un sens élevé des responsabilités de la République démocratique du Congo assume, en ce mois de juillet, la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Présider ce Conseil, c'est assumer pour un temps une part de la responsabilité collective de notre monde. C'est rappeler que cette enceinte n'a pas seulement vocation à répondre aux crises lorsqu'elles éclatent, mais aussi à identifier les facteurs qui les annoncent afin de mieux les prévenir. Au fil des décennies, le Conseil de sécurité a su adapter son action aux menaces de chaque époque. Aujourd'hui, une réalité s'impose avec une évidence croissante. La gouvernance des ressources naturelles est devenue un enjeu majeur de paix et de sécurité internationale. C'est cette conviction qui a conduit mon pays à inscrire ce débat à l'ordre du jour de notre Conseil, afin d'inviter la communauté internationale à porter un regard nouveau sur l'un des déterminants majeurs des conflits contemporains. Car le monde a changé. Les minerais critiques, l'eau, les forêts, les ressources énergétiques, les terres arables et la biodiversité sont désormais au cœur de la transition énergétique, de la révolution numérique, de la sécurité alimentaire et du développement économique. Jamais les ressources naturelles n'ont autant compté pour l'avenir de l'humanité. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, elles continuent d'alimenter les conflits, de financer les groupes armés, de nourrir les économies criminelles, de fragiliser les États et de priver les populations des bénéfices légitimes de leurs propres richesses. Tel est le paradoxe de notre époque. Les ressources naturelles peuvent être le fondement d'une prospérité partagée ou le moteur d'une prédation. Tout dépend de la manière dont elles sont gouvernées. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour la République démocratique du Congo, cette question n'est ni théorique ni lointaine. Elle touche à notre histoire, à notre peuple et à notre avenir. Notre pays compte parmi les plus riches du monde en ressources naturelles. Ses minerais stratégiques, son potentiel hydroélectrique, ses vastes terres arables, son exceptionnelle biodiversité et le bassin du Congo, l'un des principaux puits de carbone de la planète, constitue un patrimoine dont l'importance dépasse largement nos frontières. Pourtant, cette richesse s'est trop souvent transformée en vulnérabilité. Là où elle aurait dû financer le développement, elle a alimenté la prédation, la violence et l'instabilité. Dans l'est de mon pays, la paix durable demeure indissociable de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, du démantèlement des groupes armés, de l'assèchement de leurs circuits de financement et de la fin des réseaux qui permettent à des minerais issus des zones de conflit d'intégrer des chaînes d'approvisionnement mondiales. Lorsque des ressources stratégiques financent la guerre plutôt que le développement, il ne s'agit plus seulement d'un défi national. Il s'agit d'une menace pour la paix et la sécurité internationale. Il ne peut y avoir de transition énergétique véritablement juste si elle repose sur l'injustice faite aux peuples producteurs. Il ne peut y avoir de chaîne d'approvisionnement réellement sûre sans sécurité pour les États et les communautés qui produisent ces ressources. C'est pourquoi la République démocratique du Congo ne vient pas devant le Conseil de sécurité pour se plaindre, elle vient partager une expérience, porter une conviction et proposer une voie. Car la situation de la République démocratique du Congo n'est pas une exception. Elle révèle un déséquilibre mondial auquel seule une action collective, fondée sur l'équité et la responsabilité, permettra d'apporter une réponse durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Charte des Nations Unies nous confie une responsabilité essentielle, préserver la paix et la sécurité internationale. Cette responsabilité ne consiste pas seulement à répondre aux crises lorsqu'elles éclatent. Elle exige aussi
que notre Conseil sache en identifier les causes profondes et agir avant que les tensions ne dégénèrent en conflit. Au fil des années, le Conseil de sécurité a su adapter son approche aux menaces émergentes. Il lui appartient désormais de reconnaître, avec la même lucidité, que la mauvaise gouvernance des ressources naturelles constitue un facteur majeur d'instabilité, de conflit et de fragilisation des États. Une telle reconnaissance ne remet nullement en cause la souveraineté des États. Elle contribue au contraire à la protéger, car la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne peut être seulement proclamée, elle doit être pleinement exercée afin que les richesses nationales profitent au peuple et non aux groupes armés, aux réseaux criminels ou aux intérêts qui prospèrent dans l'illégalité. Les ressources naturelles doivent financer le développement, renforcer les capacités des États et créer davantage de valeur dans les pays producteurs. Pour l'Afrique, cela implique de dépasser une économie fondée sur la seule extraction pour bâtir une économie de transformation, d'industrialisation et de prospérité partagée. C'est là une exigence de justice économique. C'est aussi une condition essentielle d'une paix durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne qu'une ressource stratégique peut être un facteur de rivalité ou un fondement d'un destin commun. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a choisi de faire du charbon et de l'acier, autrefois au cœur des conflits, les fondements d'une coopération durable à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette initiative a démontré qu'une ressource stratégique, lorsqu'elle est gouvernée dans un esprit de confiance et d'intérêt partagé, peut devenir un instrument de paix. Le processus de Kimberley, soutenu par le Conseil de sécurité à travers sa résolution 1459 de 2003, a montré qu'une action collective pouvait limiter le rôle des ressources naturelles dans le financement des conflits et renforcer la responsabilité de l'ensemble des acteurs de la chaîne commerciale. En Asie, le bassin du lac Mekong illustre la manière dont une ressource partagée peut devenir un cadre de dialogue et de coopération. En Eurasie, la gouvernance de la mer Caspienne rappelle que des ressources stratégiques communes appellent des règles concertées et une responsabilité partagée au service de la stabilité régionale. Partout ailleurs, les mécanismes de certification, de traçabilité et de coopération régionale démontrent qu'aucune solution n'est parfaite, mais que toutes convergent vers une même conviction. Des ressources bien gouvernées peuvent devenir des facteurs de confiance, de stabilité et de prospérité. Cette leçon est aujourd'hui la plus actuelle que jamais. Le XXIe siècle est celui des minerais critiques, de l'eau, des forêts, de l'énergie et de la biodiversité. La question qui nous est posée est simple. Aurons-nous la sagesse de faire de ces ressources les fondations d'une prospérité partagée ou accepterons-nous qu'elles constituent d'alimenter les rivalités et les conflits de nos temps? Excellences, Mesdames et Messieurs, face à cette responsabilité, la République démocratique du Congo plaide pour l'émergence d'une nouvelle doctrine internationale qui place la gouvernance des ressources naturelles au cœur de l'agenda de la paix et de la sécurité. Cette doctrine repose sur une conviction simple. Les ressources naturelles ne sont pas de simples marchandises. Elles sont des enjeux de souveraineté, des leviers de développement et des biens de responsabilité dont dépend la stabilité de nos États comme l'avenir de nos sociétés. Elle devrait s'articuler autour de 6 principes. Le premier est le respect effectif de la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles. Aucun peuple ne devrait voir ses richesses exploitées au profit de groupes armés, de réseaux criminels ou d'intérêts qui échappent à son contrôle. Le deuxième est la transparence des chaînes d'approvisionnement. États producteurs, pays de transit, entreprises, investisseurs et consommateurs partagent la responsabilité de garantir l'origine licite des ressources qui alimentent les technologies du futur. Le troisième est le renforcement des mécanismes de traçabilité, de certification, de diligence raisonnable et de redevabilité, afin de protéger les communautés, de soutenir les États producteurs et de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur. Le quatrième est la lutte contre l'impunité économique. Ceux qui financent les conflits par l'exploitation illégale des ressources naturelles doivent répondre de leurs actes. Tant que les économies de prédation demeureront plus rentables que le respect du droit, la paix restera fragile. Le cinquième est la promotion
de partenariats justes et mutuellement bénéfiques. Les pays producteurs ne demandent ni faveur ni charité. Ils demandent l'équité, le respect et des partenariats qui créent de la valeur, favorisent l'industrialisation et améliorent durablement les conditions de vie des populations. Et enfin, le sixième est l'ancrage local de cette gouvernance. Les populations vivant au cœur des zones d'exploitation doivent être protégées, associées aux décisions et bénéficier des retombées des ressources qui constituent leur patrimoine. Car une ressource qui enrichit le monde mais appauvrit la communauté qui l'abrite devient, tôt ou tard, une source de frustration, de contestation et d'instabilité. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo prend aujourd'hui la parole avec la gravité d'un pays éprouvé par l'histoire, mais aussi avec la confiance d'une nation qui se relève, assume son destin et entend mettre son immense potentiel au service de la paix, du développement et de la coopération internationale. Notre ambition est claire, faire de nos ressources naturelles non plus une source de vulnérabilité, mais un levier de transformation, de stabilité et de prospérité. La République démocratique du Congo est un pays solution. Elle l'est pour la transition énergétique mondiale grâce à ses minerais critiques, pour la lutte contre le changement climatique grâce au bassin du Congo, pour la sécurité hydrique, énergétique et alimentaire de l'Afrique grâce à ses ressources en eau, son potentiel hydroélectrique et ses vastes terres arables, pour la préservation de la biodiversité mondiale grâce à son patrimoine naturel exceptionnel et pour l'industrialisation de l'Afrique à condition que ces ressources soient davantage transformées sur place au bénéfice de la valeur ajoutée, de l'emploi et des compétences. Mais pour que la République démocratique du Congo joue pleinement ce rôle, elle doit être en paix. Et pour que cette paix soit durable, il faut tarir les sources économiques de la guerre. Voilà pourquoi le débat qui nous réunit aujourd'hui dépasse le seul cadre congolais. Il est africain, il est mondial, il concerne les pays producteurs comme les pays consommateurs, les institutions internationales comme les organisations régionales, les acteurs économiques comme les générations futures. Car nous sommes liés par les mêmes chaînes d'approvisionnement, les mêmes défis climatiques et la même exigence de sécurité et de dignité. Notre démarche ne vise ni à opposer des producteurs aux consommateurs, ni à créer de nouvelles lignes de fracture. Elle repose sur une conviction simple. Dans un monde interdépendant, la sécurité des chaînes d'approvisionnement, la stabilité des États producteurs et le développement des populations locales sont indissociables. Une chaîne d'approvisionnement n'est véritablement sûre que si elle est juste. Un partenariat n'est durable que s'il est équilibré et une transition énergétique n'est légitime que si elle respecte les droits et la dignité des peuples qui fournissent les ressources dont elle dépend. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo souhaite que le débat d'aujourd'hui ouvre une dynamique durable. Les préoccupations légitimes des États doivent être entendues, car une doctrine commune ne se construit pas par l'imposition ni par la division, mais par le dialogue, par la confiance et la recherche des convergences. C'est pourquoi mon pays soutient la création d'un groupe des amis de la gouvernance des ressources naturelles réunissant les États intéressés des Nations Unies, les organisations régionales, les institutions financières internationales, les pays producteurs et consommateurs, les acteurs économiques responsables, ainsi que la société civile. Sa mission serait de maintenir un dialogue permanent, de partager les bonnes pratiques, de renforcer les mécanismes existants et de formuler de manière progressive et pragmatique des propositions permettant de mieux intégrer les enjeux liés aux ressources naturelles dans l'action des Nations Unies et lorsque cela relève de son mandat du Conseil de sécurité. Tel est l'esprit de la démarche que nous proposons, une approche qui respecte la souveraineté des États, renforce leur gouvernance, protège les populations, responsabilise les marchés et fasse des ressources naturelles non plus des vecteurs de conflits, mais les fondations d'une paix durable. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire retient rarement la durée de nos débats. Elle retient le courage de nos décisions. Chaque génération est appelée à répondre aux défis de son temps. La nôtre doit reconnaître que les ressources naturelles ne sont plus seulement un enjeu économique. Elles sont devenues un enjeu majeur de paix, de sécurité, de justice et de prospérité. Nous pouvons continuer à intervenir lorsque les crises ont déjà éclaté, ou nous pouvons agir en amont en nous attaquant aux économies de prédation qui les alimentent. Nous pouvons accepter
que les ressources du XXIe siècle continuent de financer les conflits, ou nous pouvons décider qu'elles financeront le développement, l'innovation et la dignité des peuples. Tel est le choix qui s'offre à nous, telle est la responsabilité qui incombe à notre génération, telle est l'ambition que la République démocratique du Congo porte aujourd'hui devant le Conseil de sécurité. Les ressources naturelles ne doivent plus être les frontières de nos rivalités, elles doivent devenir les fondations de notre sécurité collective. Si nous savons faire des minerais, de l'eau, des forêts, de l'énergie et de la biodiversité des instruments de coopération plutôt que de confrontation, alors nous pourrons dire que le Conseil de sécurité aura été fidèle à sa mission. Et l'histoire retiendra qu'ici, aux Nations Unies, la communauté internationale a choisi de faire des ressources naturelles non plus les héritages de nos divisions, mais les fondations de notre destin commun. Je vous remercie. Auprès de l'Organisation des Nations Unies, a transmis au secrétaire général une note de cadrage sur la question à l'examen. Je donne maintenant la parole au secrétaire général, son Excellence, Monsieur Antonio Guterres. Excellence, Madame Thérèse Kwamba Wagner, je m'excuse, mais la prononciation est difficile, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo. Excellence, je remercie la République démocratique du Congo pour le leadership dont elle fait preuve sur cette importante question qui nous réunit aujourd'hui. Partout dans le monde, le contrôle et l'exploitation des ressources naturelles redessinent profondément les conflits, leurs causes, leur déroulement et leur issue. Les minéraux critiques tels que le lithium, le cobalt, le nickel et les métaux rares, y compris les terres rares, revêtent une importance stratégique croissante. L'essor de la demande mondiale ouvre des perspectives essentielles pour le développement des pays producteurs. Mais il intensifie aussi les rivalités géopolitiques, met sous tension des chaînes d'approvisionnement très concentrées et attise les conflits avec de lourdes conséquences humanitaires. Trop souvent, les revenus issus de l'exploitation illicite des ressources naturelles éloignent toute perspective de paix. Il renforce les groupes armés et les réseaux criminels, il relie les violences locales à des réseaux régionaux et internationaux, et il sape les perspectives de compromis politiques. Nous le voyons dans l'Est de la République démocratique du Congo, où les groupes armés profitent de l'exploitation minière illégale et de la contrebande des minerais, tandis que les populations civiles continuent de payer le prix du conflit, comme l'ont montré les rapports successifs du groupe d'experts mandaté par ce Conseil. Nous le constatons également au Soudan, où la lutte acharnée pour le pouvoir et le contrôle du territoire est alimentée par l'exploitation des ressources naturelles, en particulier de l'or et de la gomme arabique, entraînant des atrocités et le déplacement de millions de personnes. Partout, le fardeau le plus lourd pèse sur les plus vulnérables, les femmes et les enfants, ainsi que les communautés chassées des terres qui recèlent ces richesses. C'est pourquoi le débat public d'aujourd'hui est particulièrement opportun. Madame la Présidente, le Conseil de sécurité reconnaît depuis longtemps que le commerce et l'exploitation illicite des ressources naturelles jouent un rôle majeur dans le financement des groupes armés, l'alimentation des conflits et l'aggravation des crises humanitaires. Et vous avez pris des mesures pour tarir ces flux, en confiant pour mandat aux opérations de paix concernées des Nations Unies d'aider les autorités nationales à lutter contre l'exploitation illicite menée par les groupes armés, en appelant à une plus grande responsabilité des acteurs régionaux et internationaux, et en adoptant des régimes de sanctions, notamment concernant la République démocratique du Congo, la Libye et Al-Shabaab, pour endiguer le commerce illicite des ressources naturelles et d'empêcher que les revenus qui en sont tirés n'alimentent la violence. Je salue le travail des panels et des groupes d'experts qui vous appuient dans ces efforts, en documentant les violations, en retraçant les chaînes d'approvisionnement et en identifiant les réseaux commerciaux et financiers dont les acteurs armés se servent pour générer des revenus.
Ces connaissances doivent guider notre recherche de solutions. Excellencies, Excellences, j'entrevois pour l'avenir 4 priorités parmi les plus urgentes. Premièrement, la justice. Nous devons veiller à ce que l'exploitation des ressources minières soit source de bénéfices équitables et durables pour les pays et les populations riches en ressources naturelles. Il est temps de briser ce schéma ancestral où les ressources sont extraites, où la valeur est captée ailleurs et où les communautés appauvries sont laissées seules face aux conséquences environnementales et socio-économiques. Il est temps de remédier au fossé entre la souveraineté reconnue d'un État sur ses ressources naturelles et l'exercice concret de ses droits souverains. C'est en Afrique que ce déficit de souveraineté est le plus marqué. La rémanence du colonialisme, conjuguée aux problèmes de gouvernance, place les États dans une situation très défavorable lorsqu'ils cherchent à capter ou à réinvestir les richesses que contiennent leurs ressources naturelles. Le groupe chargé de la question des minéraux critiques pour la transition énergétique offre des pistes pour renverser cette dynamique. L'investissement responsable, des chaînes de valeur équitables, la transformation et la fabrication sur place dans les pays, la transparence, des normes environnementales et des normes relatives aux droits humains et des retombées concrètes pour les populations concernées. Ce sont les pays et les populations qui doivent être les premiers et les principaux bénéficiaires des ressources qui se trouvent chez eux. C'est pourquoi l'ONU aide les autorités nationales à renforcer la gouvernance et les institutions, à améliorer les cadres réglementaires et à faire en sorte que les ressources minérales contribuent au développement et à la consolidation de la paix. Nous soutenons les initiatives visant à renforcer les capacités nationales en matière de négociation d'accords miniers équitables, le développement des activités de transformation et de raffinage au niveau national, la gestion des recettes publiques et l'atténuation des effets néfastes sur la société et l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, et la Commission économique pour l'Afrique, CEA, y travaillent au Mozambique, en Ouganda, en République démocratique du Congo et en Zambie, grâce à un financement du Fonds commun pour les objectifs de développement durable. Deuxièmement, la prévention. Nous devons endiguer les flux illicites et renforcer la transparence tout au long des chaînes d'approvisionnement minières. Les ressources naturelles sont souvent extraites dans un pays, puis transitent par un autre pays pour être transformées ailleurs avant d'être finalement vendues sur les marchés mondiaux. Pour être efficaces, les mesures doivent cibler l'ensemble de la chaîne de valeur et pas seulement le lieu d'extraction. La coopération entre les pays de production, de transit et de consommation est essentielle si l'on veut une réglementation plus rigoureuse et mieux appliquée. Les organisations internationales et régionales, les institutions financières et le secteur privé ont tous un rôle important à jouer, comme en témoigne d'ailleurs l'annonce faite la semaine dernière par l'Union européenne d'interdire l'achat, l'importation et le transfert d'or originaire du Soudan, et d'interdire aussi des exportations vers ce pays de mercure et de cyanure des produits utilisés pour l'extraction de l'or. Ensemble, les acteurs peuvent contribuer à empêcher que des ressources de provenance illicite ne pénètrent sur les marchés illicites par la mise en place de cadres juridiques ayant force exécutoire et le renforcement de la traçabilité, du devoir de diligence et de l'échange d'informations. Parallèlement, nous devons renforcer la coopération régionale afin de réduire les écarts entre les systèmes nationaux, une faille qu'exploitent les groupes armés et les groupes criminels. Troisièmement, le règlement pacifique des différends. Nous devons utiliser davantage les outils prévus au chapitre 6 de la Charte, dont je parlerai plus en détail ici demain, notamment lorsque des différends liés aux ressources naturelles compromettent les perspectives de paix. L'accès, la propriété, le contrôle territorial, le partage des recettes et les retombées locales sont souvent des questions d'ordre politique et pas uniquement technique. Quand elles ont une incidence significative sur les intérêts des parties ou sur la viabilité d'un accord, elles devraient éclairer l'analyse politique et la recherche de moyens pacifiques de règlement des différends, notamment les bons offices et la médiation. Il serait ainsi possible de trouver des solutions fonctionnelles, de tenter de remédier aux facteurs qui entretiennent le conflit et de circonscrire des domaines de coopération en vue d'un règlement politique plus large. Et quatrièmement, le climat. Nous devons veiller à ce que les mesures préventives et les initiatives politiques tiennent compte de l'analyse climatique. Les sécheresses, les inondations, la dégradation de l'environnement et la destruction des écosystèmes restreignent souvent l'accès à la terre, à l'eau et aux ressources minérales. Or, cela peut avoir aussi des répercussions, c'est-à-dire priver les populations de leurs moyens de subsistance, mettre les institutions en rude épreuve, exacerber les tensions, voire déclencher des violences. C'est pourquoi nous aidons nos partenaires internationaux, nationaux et régionaux à repérer les situations où les pressions environnementales, les déplacements et la lutte pour les ressources naturelles risquent d'alimenter les griefs existants
et celles où une intervention en amont pourrait contribuer à prévenir une escalade. Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, par exemple, intègre des analyses relatives au climat, à la paix et à la sécurité dans les systèmes d'alerte rapide et de planification au Cameroun, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Tchad. Et à Abyei, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Bureau de l'envoyé spécial pour la Corne de l'Afrique et la FISNUA soutiennent les initiatives locales de consolidation de la paix dans un contexte où la dégradation de l'environnement et les pressions liées au climat viennent aviver des tensions politiques déjà anciennes. La mobilisation autour de la gestion des ressources naturelles partagées a permis d'ouvrir des perspectives concrètes de dialogue, de coopération et de renforcement de la confiance. Madame la Présidente, tout l'enjeu est de transformer la manière dont les ressources naturelles sont extraites, transformées, commercialisées, utilisées, afin que les pays producteurs et les populations concernées conservent une part bien plus importante de la valeur ajoutée. Plus d'exploitation, fini le pillage. Et nous devons priver les groupes armés et les réseaux criminels des revenus qui attisent des conflits qui n'ont que trop duré. Si nous n'agissons pas, l'exploitation illicite des ressources naturelles continuera d'alimenter les inégalités, l'instabilité et la violence. Ces ressources doivent au contraire être gérées de manière à financer un développement inclusif et durable, à renforcer les institutions et à promouvoir la paix et la prospérité pour toutes et tous. En définitive, il s'agit d'un choix politique et je vous demande instamment, vous, membres du Conseil, de choisir la paix. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire général de son exposé et je donne maintenant la parole à Madame Ngozi Okonjo-Iweala. Merci, Madame la Présidente. Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba, Présidente du Conseil de sécurité et ministre des Affaires étrangères du DRC. Mr. Secretary General. Monsieur le secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous remercions sincèrement la RDC et le président Tshisekedi de leur invitation à participer à cette séance du Conseil de sécurité. Merci d'avoir convoqué ce débat public de haut niveau. Et nous remercions les membres du Conseil qui ont abordé cette situation au Conseil par le passé. Je remercie aussi le secrétaire général de son leadership s'agissant de la question des minéraux critiques et de son exposé circonstancié. Quel honneur d'être de retour ici. La dernière fois, c'était en 2009, lorsque, en tant que directrice en exercice de la Banque mondiale, je me suis exprimé devant le Conseil de sécurité de l'ONU sur les questions de consolidation de la paix et de maintien de la paix. Un mandat qui est particulièrement important aujourd'hui, puisque la bonne gestion des ressources naturelles, c'est un synonyme de consolidation de la paix. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes à un point charnière. Nous nous réunissons alors que le multilatéralisme est affaibli et sous des pressions sans précédent. Les rivalités stratégiques gagnent en ampleur, les conflits s'accélèrent, les communautés souffrent. Le commerce est devenu un champ de bataille, des tensions géopolitiques, et le commerce mondial traverse sa pire perturbation depuis 80 ans. Je dis souvent que nous traversons un test, une épreuve mondiale, une épreuve que nous devons réussir. Le monde a besoin de coopération mondiale, de multilatéralisme plus que jamais par le passé. Mais il faut un multilatéralisme nouveau, réformé, modernisé, plus souple, qui avance plus rapidement, un multilatéralisme qui innove face à l'évolution rapide des technologies. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur le fait que dans le cadre de cette perturbation, il y a des possibilités. La demande mondiale immense pour les minéraux critiques représente une chance unique pour l'Afrique et les autres géographies qui ont beaucoup de ressources afin d'utiliser au mieux de ces nouvelles richesses, d'accélérer le développement industriel et d'améliorer le niveau de vie de millions de personnes. Ces possibilités devraient être, en fin de compte, le fondement de la paix et de la prospérité, pas des conflits et de la pauvreté. Mais l'histoire nous a aussi prouvé que des bénédictions en termes de ressources peuvent se traduire en une malédiction. Affaiblissement de la redevabilité à la gouvernance, encouragement de la corruption, violence, conflits qui s'éternisent et enracinement de l'insécurité et de la pauvreté. Plusieurs initiatives de l'ONU, de la société civile, de pays concernés et de la communauté internationale ont permis, notamment le processus de Kimberley et l'initiative pour l'industrie transparente dans les extractives nous ont aidés, mais n'ont pas été suffisantes. Ils n'ont pas fait des ressources naturelles une force pour la paix. La géopolitique menace de
mondialiser des problèmes surtout nationaux avec des implications sécuritaires pour la communauté internationale dans son ensemble. Les minéraux critiques sont de plus en plus vus comme des actifs stratégiques, pas uniquement des biens de consommation, et une source majeure de compétition entre États. Les grandes économies essayent de déployer un accès des marchés en tant qu'avantage, essayent de trouver des accords et dès lors des risques de conflit émergent. Prenant le pas sur le développement, l'environnement, les économies en développement pourraient se trouver entre deux feux, sachant que les technologies fuiront. Mon message aujourd'hui est simple. La richesse des minerais n'est pas une bénédiction ou une malédiction, c'est aussi un catalyseur d'incitation pour les gouvernements, les entreprises, les communautés locales et pour les puissances étrangères. Que ces mesures incitatives mènent à la prospérité ou au conflit, à des États effectifs ou à des États faillis, à une coopération mondiale ou à une fragmentation géopolitique, tout dépend des politiques nationales et internationales et des institutions qui les façonnent. Notre rôle est de transformer la nature de ces mesures incitatives. Il faut changer du tout au tout la façon dont les pays en développement riches en ressources génèrent la croissance et la richesse. La richesse en minéraux doit être vue comme une ressource qui peut être extraite et exportée, mais aussi et surtout comme un catalyseur de transformation économique. En dépit de ce moment difficile pour le multilatéralisme, il y a une possibilité de promouvoir le développement socio-économique, d'établir la résilience et la stabilité, de créer une économie plus diversifiée, plus inclusive, où tout le monde est gagnant. Et j'ai 3 priorités à vous suggérer. Tout d'abord, il faut passer de l'extraction et de la dépendance à la création de valeur. Les États riches en ressources ont tout à fait raison de demander plus de valeur ajoutée au niveau national. Ce n'est pas qu'une question de part économique, mais aussi d'incitation sociétale. Lorsqu'une économie dépend d'une production intégrée, les infrastructures modernes et d'une force vive compétente, les gouvernements sont plus responsables et ont des mesures incitatives structurelles pour renforcer l'état de droit, investir dans l'éducation, la formation et en amélioration, les routes, les réseaux électriques et les réseaux numériques. Lorsque la production est fondée sur la valeur ajoutée, avec des manufactures locales, il est plus facile pour toutes les parties prenantes, les gouvernements, le secteur privé, les communautés locales et les gouvernements intéressés étrangers, de suivre de près l'exploitation et le déplacement des minéraux critiques extraits. Il est aussi plus aisé pour les gouvernements de taxer, de réglementer. Il est plus difficile pour les groupes paramilitaires d'extraire et de faire main basse sur ces ressources. Lorsque les bienfaits ont des effets positifs sur la communauté, pas uniquement sur les propriétaires des mines, la communauté voit un enjeu dans ce succès et travailleront pour ce succès et s'opposeront à ceux qui essaient de saper ce succès. En d'autres termes, pour parvenir à une économie basée sur la valeur ajoutée permet de garantir que la croissance et la richesse ne sont pas accaparées par un petit groupe. Ce n'est pas qu'un impératif pour le développement et l'inclusion socio-économique, c'est aussi un impératif de consolidation de la paix. Et la résilience du commerce mondial est renforcée lorsque les communautés qui ont été en marge du système commercial multilatéral sont davantage intégrées dans le commerce mondial grâce à l'ajout de valeur, grâce à des valeurs ajoutées, grâce à une décentralisation des chaînes d'approvisionnement diversifiées. Les pays et les communautés bénéficient d'une plus grande participation au commerce mondial, alors que la communauté internationale bénéficie de davantage de résilience émanant de la décentralisation des chaînes d'approvisionnement. À l'OMC, on appelle ça la remondialisation. Un phénomène, un mouvement qui permet de protéger le monde, qu'il prospère. Cela fait des décennies que la part de l'Afrique dans le commerce mondial est en dessous de 3%, parce que le commerce de l'Afrique représente 60% des biens de consommation. En se concentrant sur la valeur ajoutée des minéraux critiques, on augmente la part du continent dans le commerce mondial, en renforçant la paix, les emplois et la prospérité. Et l'Afrique a un potentiel d'énergie verte pour que cela fonctionne de façon durable, tout en prenant en compte les questions climatiques. Le monde doit utiliser au mieux l'énergie solaire, géothermale, hydrique, éolienne et les autres ressources renouvelables du continent pour parvenir à une valeur ajoutée en minerais critiques où tout le monde en ressort gagnant. Ensuite, il faut renforcer l'état de droit international par le droit de la force. La coopération multilatérale vérifie les déséquilibres de pouvoir et traduit la compétition en une possibilité à somme positive pour les investissements, la création de valeur et la prospérité partagée au lieu de miser sur un jeu à somme nulle. Une économie mondiale basée sur des règles ouvertes peut aider les pays en développement riches en ressources à
passer à la catégorie supérieure, fournissant des marchés diversifiés, un accès aux investissements technologiques et une base solide pour les relations bilatérales. Un multilatéralisme positif soutient un bilatéralisme de meilleure qualité. La fragmentation fait l'inverse. Elle magnifie les déséquilibres des pouvoirs et encourage l'exploitation, la coercition, l'arsenalisation des minéraux critiques. Et c'est là que l'OMC peut jouer un rôle indispensable. Les règles de transparence et de non-discrimination réduisent les possibilités, les raisons d'utiliser la puissance économique pour extraire des traitements préférentiels ou pour exercer des pressions sur les petits pays producteurs afin qu'ils acceptent des modalités qui sacrifient la valeur sur le long terme pour des gains sur le court terme. Dans le même temps, les règles de l'OMC préservent un espace politique permettant un développement industriel légitime, notamment un traitement local et un ajout de valeur. Mais ces règles ne sont pas parfaites, tout comme le multilatéralisme est loin d'être parfait. Elles doivent être réformées, renforcées, mises à jour. Tous les pays, surtout les plus petits et les plus faibles, s'en sortent mieux dans un système qui récompense la coopération dans le cadre de règles partagées, au lieu d'opter pour un système qui préfère une puissance débridée. Troisièmement, et surtout, les pays producteurs doivent être autonomes et se demander ce qu'ils doivent faire pour être un meilleur partenaire pour les États qui cherchent à coopérer avec ces États. Comment devenir plus autonome? Les pays producteurs ne peuvent pas dépendre des acteurs extérieurs pour réglementer les chaînes d'approvisionnement, encourager une production locale. Les économies majeures ont leurs propres intérêts et ont toute la raison de mettre leur propre énergie industrielle, notamment les intérêts sécuritaires nationaux, en premier pour rédiger, extraire des accords commerciaux préférentiels qui permettent l'extraction. Mais cette dynamique peut changer. Il peut y avoir une dynamique gagnant-gagnant. L'Afrique et les autres géographies en développement riches en ressources ont leurs avantages. Le monde ne peut pas parvenir à la sécurité énergétique, à la transition verte ou à la transformation numérique sans ces États. L'Afrique elle-même dispose de 30% environ des minéraux critiques et moins de la moitié des réserves minérales de l'Afrique ont été explorées. La RDC représente plus de 70% de la production mondiale de cobalt. L'Afrique du Sud détient les plus grandes réserves de platine et de manganèse et la Zambie et la RDC sont des grands producteurs de cuivre. 10 à 12 pays africains ont des réserves exploitables sur le plan commercial de lithium et 15 à 20 États ont des dépôts exploitables de terres rares. Pour transformer cet avantage en puissance, les pays producteurs doivent travailler à l'unisson. Le cadre du G20 sur les minéraux critiques conclu sous présidence d'Afrique du Sud souligne plusieurs objectifs clés depuis l'année dernière. Établir des pôles de traitement sous-régionaux et des chaînes de valeur, renforcement des infrastructures internationales et des systèmes de paiement, renforcement des normes sociales et environnementales et diversification active des liens commerciaux mondiaux dans certains marchés. C'est la raison pour laquelle, pour certains pays africains, mettre en œuvre pleinement la zone de libre-échange du continent africain est indispensable. Ça permettrait d'étendre les marchés régionaux, d'établir des normes communes et de renforcer la force du marché continental. Le rapport sur le commerce de l'Afrique d'Afreximbank prouve que les batteries régionales et les chaînes d'approvisionnement dans des pays riches en minéraux comme en RDC, en Zambie et au Zimbabwe permettraient d'inverser la tendance continentale d'exportation de matières brutes et d'importation de biens finis. La coopération est aussi un élément clé pour attirer de nouveaux investissements nécessaires. On ne peut pas dépendre d'un seul acteur. L'accord pour le développement et l'investissement de l'OMC, soutenu par 131 de nos 166 membres, la plupart de ces pays sont des pays en développement, est exactement le genre d'outil d'élimination des risques dont l'Afrique et d'autres régions ont besoin pour utiliser au mieux les investissements et les transformer en production de valeur ajoutée. La production de valeur ajoutée, le commerce fondé sur des règles et une coopération industrielle pilotée par l'Afrique permettront de s'assurer que les minéraux critiques passent par des voies légitimes et pas par des voies armées. Je suis ravi de vous dire que certains pays africains et dirigeants vont dans cette direction en se mettant à pied d'œuvre avec les partenaires financiers multilatéraux et d'autres partenaires relatifs à l'extraction. La RDC, la Zambie, le couloir Lobito d'Angola, ce projet en partenariat avec l'Union européenne, les États-Unis, l'Italie, la Banque africaine de développement, le groupe de la Banque mondiale et la Banque d'investissement européenne, ainsi que la Corporation pour la finance africaine,
avance. Le couloir doit être un exemple brillant de traitement des minéraux avec une valeur ajoutée et pas d'extraction. Les batteries du Maroc et la chaîne d'approvisionnement de ces batteries et d'autres mesures en cours en Mauritanie, en Namibie, au Nigeria peuvent traduire ces minéraux critiques en chaîne d'approvisionnement d'énergie renouvelable. C'est prometteur. Établir ces chaînes, ça prend du temps, mais pour établir la paix, il faut agir immédiatement. Et dès lors, il faut accélérer le pas dans les mesures qui existent déjà. Dans le même temps, il faut que le Conseil de sécurité continue à aider à tarir les sources illégitimes de minéraux critiques, en soutenant la diligence au niveau régional et en renforçant les mécanismes de traçabilité, en mettant en œuvre de façon cohérente les sanctions existantes et les régimes connexes contre des groupes armés qui tirent profit des minerais trafiqués, et en soutenant sur le plan politique les cadres de coopération régionale, comme le secrétaire général vient de le dire. Une autre idée qu'il vaut la peine d'explorer, un système d'information sur les marchés des minerais critiques réciproque fondé sur le système d'information agricole sur des marchés agricoles du G20 permettant de traduire les engagements en partage de bienfaits. Et c'est vrai pour le Conseil, mais aussi pour le système de l'ONU, les organisations régionales, les institutions financières internationales, le secteur privé, la société civile. Tout le monde a un rôle à jouer. Le mécanisme sur l'examen de la politique commerciale de l'OMC pourrait permettre de maintenir la traçabilité et de renforcer les efforts au niveau international. Les politiques économiques et les politiques sécuritaires doivent se renforcer l'une l'autre, sinon les deux s'effondreront. Le Conseil de sécurité a soutenu les nations d'Afrique méridionale par le passé, lorsque le processus de Kimberley a émergé pour mettre fin au commerce des diamants du sang. Et aujourd'hui, nous avons la même possibilité, établir un garde-fou contre les exploitations géopolitiques. Les minéraux africains ou de tout sol, de toute région en développement, ne devrait jamais, jamais financer les conflits sur Terre. La malédiction des ressources n'est pas une destinée préécrite. On peut changer les choses. L'extraction, la transformation, le secret ou la transparence, la fragmentation ou la coopération basée sur des règles, ce sont des choix que vous porterez, qui importeront. Les plus grands choix pour les pays riches en ressources. Et souvent, le travail commence chez soi. Et aujourd'hui, la compétition géopolitique est un défi, bien évidemment, mais aussi une fenêtre de tir immense. Comme la présidence de RDC l'a très bien dit, c'est notre chance de remplacer le cercle vicieux de la malédiction des ressources en un cercle vertueux de la bénédiction des ressources. C'est à nous de saisir cette possibilité. Merci de votre attention. Je remercie Madame Okonjo-Iweala de sa déclaration. Je reprends mes fonctions de présidente du Conseil. Et je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Irene Vélez Torres, ministre par intérim de l'Environnement et du Développement durable de la Colombie. Señora Presidenta. Madame la Présidente, Madame la Ministre Kaykwamba, je vous remercie de l'organisation de ce débat absolument pertinent pour les pays du Sud. Je salue tout particulièrement le secrétariat Guterres qui est avec nous aujourd'hui. Je salue les représentantes et représentants qui siègent au Conseil de sécurité. Nous savons que les minéraux stratégiques sont essentiels pour la transition énergétique. Sans ces minéraux, il sera impossible de déployer à l'échelle et à la vitesse nécessaire les technologies propres de production, de stockage et de distribution qui sont nécessaires pour abandonner progressivement les combustibles fossiles. Pour autant, la demande croissante concernant ces minéraux menace d'une nouvelle flambée extractive s'il n'y a pas un contrôle adapté. Il peut y avoir des effets considérables dans les territoires et sur les populations, vu qu'une grande proportion de ces minéraux se trouve dans les pays du Sud, où se trouvent également les écosystèmes affichant la plus grande biodiversité de la planète et des populations appauvries sur le plan historique. Nous ne pouvons pas permettre que cette région, que les pays du Sud payent à nouveau les coûts environnementaux et sociaux liés à l'extraction. On ne peut pas non plus permettre que les bénéfices s'accumulent dans les pays du Nord, alors que les pays du Sud restent dans le noir, avec la plus grande pauvreté énergétique de la planète. La tâche qui nous attend est de bâtir une gouvernance internationale robuste qui évite et
corrige les relations d'inégalité et l'accaparement, les privations qui ont accompagné historiquement l'exploitation des ressources naturelles, qu'on a appelé une malédiction. En Colombie, plus de 90% de la production minière provient de l'activité extractive artisanale et à petite échelle, une activité qui permet à des milliers de familles de subvenir à leurs besoins que l'État tente de renforcer par le biais de processus de formalisation et d'appui technique. Cependant, lorsque la gouvernance est insuffisante, les économies criminelles capturent une grande partie des chaînes de production et d'approvisionnement. L'or en est le meilleur exemple. Près de 85% de l'or produit en Colombie provient de l'activité extractive informelle et près de 70% de cet or est associé à des activités de groupes criminels organisés en marge de la loi. En outre, ces activités minières illégales utilisent entre 150 et 205 tonnes de mercure par an qui polluent des cours d'eau et des territoires dans 26 des 32 départements au plan national. Mais l'extraction illicite de minéraux n'est pas seulement un crime environnemental, c'est également un crime économique et financier. Je vais donner des explications. Les économies minières illicites financent des organisations armées et ont des liens avec d'autres crimes environnementaux dans le cas de la Colombie, notamment la déforestation dans l'Amazonie et le blanchiment d'argent des narcotrafiquants. Et ensuite, ces activités se pérennisent grâce à des réseaux transnationaux qui se livrent au trafic d'intrants, au commerce illicite de minéraux et au blanchiment d'argent. Il s'agit de réseaux qui sont également en dehors du territoire national. Et ce phénomène ne touche pas seulement l'extraction de l'or, mais également, et de plus en plus, d'autres minéraux stratégiques dont la demande augmente rapidement. Pour riposter face à ce défi, il faut aller au-delà du lieu d'extraction des minéraux. Cela veut dire qu'il faut délocaliser la problématique. Il est nécessaire de garantir la traçabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis les intrants utilisés pour l'exploitation et les bénéfices jusqu'aux origines des minéraux, les itinéraires de commercialisation et les flux financiers qui, au bout du compte, légalisent des ressources qui sont le produit d'activités illicites. Nous parlons d'un véritable principe de co-responsabilité planétaire qui représente un impératif. Et l'engagement ne peut pas seulement concerner les pays producteurs. Les pays où ces minéraux sont raffinés, transformés et consommés doivent garantir la traçabilité et exercer la diligence raisonnable et éviter que les minéraux finissent par légaliser des activités illicites. Ni les marchés internationaux, ni l'électrification ne doivent bénéficier de ces minéraux concernant les engagements sur les conditions qui ont présidé à l'extraction et à la commercialisation. On parle d'une gouvernance des minéraux avec une dimension géopolitique. C'est ainsi que la Colombie a défendu à la 7e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, ou UNEA7, a défendu l'adoption par consensus de la résolution 3 qui lancera sous la houlette du PNUE, qui donnera donc naissance à un processus intergouvernemental de dialogue de 2 ans pour jeter les bases d'une gouvernance internationale des minéraux pour la transition énergétique. Nous appelons à ce que ce processus soit lancé le plus rapidement possible, conformément à l'urgence des enjeux que nous connaissons aujourd'hui. Cette résolution 3 de l'Assemblée pour l'environnement et l'équipe spéciale sur les minéraux pour la transition énergétique, lancée par le secrétaire général, montre que le système multilatéral a commencé à bâtir des ripostes sur les minéraux stratégiques et l'amélioration de leur gouvernance. Le défi aujourd'hui est de faire en sorte que ces efforts avancent de manière structurée
et avec l'urgence qu'exige ce moment historique. Ces deux processus représentent l'occasion d'avancer vers des règles partagées qui renforcent la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, renforcent la coopération et comblent les lacunes, les vides qui permettent aujourd'hui aux activités criminelles de pénétrer les marchés internationaux. Il faut décider sous quels principes, avec quelles règles, avec quels mécanismes mondiaux nous allons